d'ouvrir ce colloque. Je vous remercie d'être venu et sans plus tarder, je vais donner la parole à Philippe Bouquillon, qui en a été la cheville ouvrière, avec d'ailleurs Catherine Bélica, que nous aurons l'occasion de remercier, ainsi que tous les services concernés sur le message, en particulier à la fin du colloque. Philippe a la parole et ensuite je la donnerai à nos personnalités et nos tutelles. Merci Pierre. Bonjour et bienvenue à tous. Je souhaiterais formuler quelques remerciements. Tout d'abord, je souhaiterais remercier très vivement M. Brauzek, Mme Lévy, M. Desfrançois d'avoir bien voulu inaugurer ce colloque. Ensuite, je voudrais remercier très chaleureusement l'ENS Lumière de nous accueillir dans ce si bel endroit. Merci aussi à tous les financeurs de cette manifestation. Ils sont nombreux, l'Agence nationale de la recherche, l'Université Paris 8, le SMT, le GRESEC, le LABEX ICA, le GRESIS. Merci aussi au personnel de la MSH, sans lesquels cette manifestation n'aurait pas pu voir le jour. Mes remerciements vont aussi tout particulièrement à Catherine Bélica, qui depuis des semaines et des semaines ou des mois travaille d'arrache-pied pour organiser cette manifestation. Voilà, c'est le colloque de clôture de l'ANR Culture et Création qui nous a réunis depuis plus de 3 ans et qui a réuni une vingtaine de chercheurs du LAPSIC, du SEMTI, du GRESEC, de Géricault, ainsi que des collègues étrangers du GRESIS. Gaëtan Tremblay va prendre la parole dans quelques instants, et des collègues aussi de l'Université de Glasgow. Bienvenue à tous, et puis je nous souhaite collectivement de bons travaux. Merci Philippe. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Patrick Brauzek. Patrick, tu es le président de Pleine Commune. Je le dis pour ceux, les étrangers notamment. Pleine Commune, c'est une communauté d'agglomération qui regroupe toutes les grandes communes de cette partie-ci nord, nord-est parisienne, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, Épinay. Il y en a 9. Il y en a 9. Voilà. Mais Patrick, tu n'es pas seulement ici parce que président en Pleine Commune, tu as aidé à la tenue de ce colloque, tu es aussi ici parce que déjà du temps où tu étais maire de Saint-Denis, député maire de Saint-Denis, tu as tenu à ce que les industries culturelles, les industries créatives, alors on peut discuter sur le terme industrie, et tu as tenu à ce que les industries culturelles, les industries créatives se développent sur ce territoire. Et tu as d'ailleurs soutenu dans ce sens toutes les forces, les ressources scientifiques qui pouvaient contribuer à fixer les entreprises sur le territoire. Alors je te donne la parole tout de suite pour quelques mots. Merci Pierre, merci de nous accueillir effectivement dans cette école qui a 1 an d'activité maintenant, quasiment. Et puis bienvenue à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors oui, sans doute Pierre, tu as sans doute raison de présenter les choses comme ceci. C'est vrai que on a beaucoup travaillé à partir de ce qui émergeait dans ce territoire. Et quand Christian Blanc, qui était secrétaire d'État au Grand Paris, nous a sollicité, puisqu'on avait été identifié à la fois par l'État et la région comme un des pôles structurants de ce futur Grand Paris, et qu'il m'a interpellé sur l'idée d'avoir ici un cluster des industries de la création autour d'un établissement public. Alors, ma réaction a été la suivante, pour être très clair, je lui ai dit je suis d'accord, sauf que je ne suis pas d'accord ni avec le cluster, ni avec l'industrie, ni avec l'établissement public. Et à partir de là, on a travaillé. Alors pourquoi le mot industrie me posait problème, c'est qu'il me paraissait trop limitatif ou trop restreint. Parce que sur ce territoire, comme tu disais, Pierre, émergeait un certain nombre d'activités créatrices, les plus diverses. Alors bien sûr, beaucoup liées à l'image, au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo, au numérique en général. Mais pour moi, pour nous, les activités créatrices, c'était aussi tout ce qui était spectacle vivant, spectacle éphémère,
N'oublions pas que sur ce territoire, on a à la fois Philippe Descoufflé, on a Zingaro Bartalas, on a l'Académie Fratellini du cirque, on a deux centres dramatiques nationaux, on a Xavier Zimoni qui dirige à la fois le Divertimento Astreint, mais aussi l'Orchestre national d'Algérie. Donc, tout un tas de créateurs les plus divers et dans des disciplines les plus diverses. Cluster aussi me posait problème. C'est en lien sans doute avec les débats que vous allez avoir aujourd'hui, parce que d'abord imaginer le cluster autour de Pleyel, la fameuse pôle central de ce pôle structurant. Mais on lui a fait comprendre que d'abord, avant qu'il se passe des choses à Pleyel, il y aurait pas mal d'eau qui passerait sous les ponts. Et que nous avions par contre tout un tas de projets d'aménagement qui n'étaient pas partis. Il fallait peut-être réinterroger ces projets d'aménagement avec ce nouveau prisme qui était les activités culturelles. Et puis l'établissement public, c'était pour un niet, parce que pas plus 7 ans, depuis un certain temps, mais c'était un manque assez catégorique parce que nous pouvions envisager que ce soit de tout État qui pilote un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, sur ce territoire. Et la proposition qu'on lui a faite, c'est d'avoir un projet partagé qui nous a amené à ce contrat de développement territorial sur lequel on a travaillé pendant 3 ans et qui a été validé il y a quelques semaines et qui sera donc signé à parenté publique à la fin de l'année et qui nous engage les uns et les autres sur des actions à la fois dans le domaine économique, dans le domaine urbain, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'espace public, etc. Donc voilà. Alors les travaux que vous avez menés pendant 3 jours nous intéressent gouvernement, parce que c'est évident qu'il y a tout un tas de problématiques qui aujourd'hui sont les nôtres, qui je l'espère, nous amèneront peut-être à certaines réponses que nous n'avons pas encore. Je pense à tout ce qui est dans l'objet des débats qui vont avoir lieu pendant ces 3 jours, sur la façon dont les différentes filières ou les différentes disciplines de la création peuvent effectivement se parler plus, être plus en lien, la façon dont on peut, à partir justement d'un territoire de la création, créer de nouvelles économies, de nouvelles énergies, un nouveau dynamisme. Il y a la question des modèles, et je crois qu'on est effectivement dans des problématiques qui nous, enfin, en tout cas qui nous interrogent. Je lisais hier dans le journal du dimanche une interview de Bernard Stiegler assez intéressante sur justement la façon dont on peut évoluer aujourd'hui l'ensemble des avancées techniques, technologiques liées à tout ce qui est du domaine de l'informatique, etc., et du monde du web. Je crois qu'on a beaucoup de choses là aussi à mouliner pour pouvoir mieux répondre finalement à un certain nombre d'enjeux. Et puis sur les politiques publiques, quelles doivent être ces politiques publiques? Est-ce que ce sont des politiques publiques qui sont plus facilitatrices, ou bien est-ce que ce sont des politiques publiques qui essayent de tout diriger? Je crois que là aussi il y a un certain nombre de questions qui, je l'espère, lors de ces travaux, pourront apporter un certain nombre de réponses. Sachez en tout cas qu'on est toujours très très attentif à ce que fait la MSH et qu'on continuera à appuyer le travail qui est fait. C'est un vrai travail partenarial entre un territoire et l'université, la recherche. Et je crois qu'on a besoin de ce travail partenarial. Nous avons besoin de la recherche universitaire, et je crois que la recherche universitaire a aussi besoin des territoires comme les nôtres pour justement étudier ce qui bouge en profondeur dans nos sociétés. Voilà, alors bons travaux, et puis j'espère que dans 3 jours, on aura quelques réponses à certaines de questions qui sont posées. Merci Patrick pour ces bons mots. Je voudrais d'ailleurs te dire et dire à tous ceux qui sont présents ici que sur les 3 points que tu as signalés, qui sont effectivement au cœur de nos échanges, c'est-à-dire le rôle des politiques territoriales,
et de la territorialisation des politiques. Le rôle des modèles socio-économiques et la manière dont ils s'articulent entre économie, technique, sociétale, industrielle. Tous ces éléments-là sont importants. Et puis également, le troisième élément, sur cette homogénéité relative des différentes filières, qu'on regroupe un peu arbitrairement sous le nom de crédit. Sur ces 3 points, un certain nombre de publications ont précédé cet échange. La dernière en date, d'ailleurs, doit paraître ce matin. C'est un ouvrage qui va être publié aux presses universitaires de Grenoble, qui est publié aux presses universitaires de Grenoble, sur cette question-là, justement. Et par ailleurs, les actes de ce colloque seront disponibles très rapidement, puis ensuite un ouvrage en sera tiré. Ce qui veut dire que, comme nous essayons de le faire à chaque fois, les collectivités, ce partenaire dont tu as parlé, sera tenu au courant précisément de l'état de la recherche. Tu as parlé d'un partenariat collectivité-université, je vais me retourner naturellement vers l'autre partenaire, Charles et François. Charles, tu es le vice-président du conseil scientifique de Paris 13, c'est-à-dire le patron de la recherche à Paris 13, tu représentes le président Jean Salzman, et j'aimerais bien que tu nous dises ce que Paris 13 attend en retour de cette manifestation, puisque Paris 13 lui a apporté beaucoup. Merci, oui. Alors effectivement, je représente Jean Salzman qui aurait bien voulu être là, mais qui ne pouvait pas, qui avait une réunion qu'il présidait ce matin à l'université même. Je ne sais pas si je suis le patron de la recherche à Paris 13, mais en tout cas, j'essaye d'en être un animateur. Et puis, en l'absence malheureusement de nos collègues de Paris 8 et même du CNRS, je parlerai aussi un peu en leur nom, puisque c'est la tutelle, je dirais, recherche et enseignement supérieur. Et ces 3 tutelles sont associées notamment dans la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Alors oui, Patrick Brosek l'a dit, il y a un vrai enjeu à la fois académique et territorial autour de ces thématiques qui nous intéressent aujourd'hui lors de ces 3 jours, et particulièrement pour les universités, mais aussi pour le CNRS, et pour Paris 13 en particulier. Il y a une vraie convergence stratégique avec, autour de ces thématiques des industries. Alors moi, je n'ai pas de prévenance contre le mot industrie, je pense que l'industrie peut englober beaucoup de choses, c'est tout ce qui, à terme, génère de l'activité, qu'elle soit d'ailleurs économique ou culturelle. Et donc, Patrick Brosek l'a évoqué, il en a été un des artisans, le pôle de la création, qui est évidemment un élément très fort autour de ces thématiques-là, les collectivités territoriales qui sont fortement impliquées. La MSH, je l'ai cité, la MSH c'est un des axes de la MSH, un des axes historiques de la MSH était autour des industries culturelles. Maintenant il y a également un autre axe qui tourne un peu plus autour de l'économie et de l'innovation, mais qui est aussi relié à ces thématiques-là. Donc ce sont des thématiques anciennes qui ont été développées au sein de la MSH depuis 10-20 ans, plus peut-être. Au sein de la MSH depuis 2000. Voilà, donc une bonne dizaine d'années en tout cas. Et puis à Paris 13, nous avons le LAPSI, qui est un laboratoire excellent, on vient encore de nous le confirmer, puisqu'il a été très bien évalué par l'Agence nationale d'évaluation. Et puis je voudrais citer également les 2 LABEX, puisqu'il y a un LABEX à Paris 13, donc un laboratoire d'excellence qui s'appelle Industrie Industrie culturelle et création artistique, pardon, oui. Et puis il y a un second LABEX à Paris 8, qui s'appelle AH2H, qui existe également autour donc, de toute la création et des arts. Et ces 2 LABEX, à terme, vont se retrouver localisés tous les 2 dans les nouveaux bâtiments de la MSH qu'on espère voir terminer bientôt, malgré quelques problèmes. Voilà, donc il y a vraiment une convergence là de projets, de laboratoires qui travaillent autour de ces thématiques-là et qui ont fait qu'a pu venir cette ANR, Culture Création, qui associe donc des gens de Paris 8, mais également, donc, et c'est très bien, des gens du Québec ou d'Angleterre, d'Écosse plus exactement, et d'Italie. Voilà, donc je l'ai dit, c'est pour nous donc du coup un intérêt effectivement très stratégique et ça nous donne, c'est une occasion pour nous vraiment de continuer à créer des liens non seulement avec notre voisin, l'Université Paris 8, notre voisin académique, mais également avec nos voisins territoriaux et continuer à agir pour que ce territoire se développe dans ces thématiques-là, notamment autour de la création.
Pour terminer, et avant de vous souhaiter, comme Patrick Bauzet, 3 jours de discussion aussi fructueuse que possible, je voudrais remercier en particulier Philippe Boutillon, mais aussi tous ses collègues de Paris 8, des autres universités, pour l'organisation, pour avoir l'animation de cette ANR et puis l'organisation de ce colloque de clôture que je vous souhaite encore une fois aussi fructueux que possible. Merci. Merci Charles, tes mots vont droit au cœur, et je pense qu'ils vont d'ailleurs droit au cœur, plus particulièrement à Bertrand Legendre, qui est tout au fond, qui est le directeur maintenant du LAPSIC. Je voudrais d'ailleurs dire que tu as introduit une discussion très importante qui va revenir dans le cours des échanges tout à l'heure, la différence entre les industries à la française, dont parle Patrick, et le industry à l'anglaise, qui définit un secteur d'activité qui soit tout le monde industrialisé. C'est sur cette ambivalence-là que se situe sans doute la question des industries créatives. Je voudrais aussi dire que tu as bien mis l'accent sur un autre enjeu de notre colloque, qui est celui de l'articulation entre des approches disciplinaires très différentes. Car ici sont représentés des économistes, des sociologues, des gens des sciences de l'information et de la communication, des géographes et d'autres encore, des philosophes. Et je dois dire que à Paris 13, comme d'ailleurs à Paris 8, dont tu t'es fait l'écho, les tutelles ont insisté, ont mis l'accent, ont encouragé cette convergence disciplinaire dont tu as parlé dans ce colloque et là, le produit ou la manifestation. Mais ce colloque n'aurait pas lieu si nous n'avions pas pu le faire dans ces locaux magnifiques que la plupart d'entre vous découvrent. Donc nous devons cette hospitalité à la directrice de l'École nationale supérieure Louis Lumière, à qui je vais donner la parole maintenant, en la remerciant encore et très chaleureusement de son accueil. Je vous en prie, je vous remercie. Écoutez, je suis heureuse de vous recevoir ici. Comme vous pouvez le constater, l'école est toute neuve. Monsieur Bauzet vient de le dire, ça fait un peu moins d'un an. On est entré au mois de septembre dans ces nouveaux locaux et nous sommes particulièrement heureux d'avoir rejoint sur ce territoire, en effet, un pôle avec lequel nous sommes en affinité. L'ENS, les Lumières, est une grande école, mais c'est une petite grande école qui forme depuis près d'un siècle des techniciens pour l'image et pour le son, mais qui a dans ses missions un axe de recherche important. Elle fait partie du LABEX d'ailleurs, de Paris 13, de Paris 8, pardon. Et dans ces missions, la recherche prend une place de plus en plus importante. Elle est très heureuse de vous accueillir ici. Je voudrais vous signaler qu'au moment des pauses, vous pourrez voir, examiner, disons, des reproductions de storyboards qui se trouvent à la fois ici au rez-de-chaussée, mais aussi au premier niveau, et certains sont des reproductions de storyboards assez rares. C'est, je dirais, un des axes de notre formation, c'est-à-dire d'être à la fois technique, mais de former des collaborateurs de création. Et nous sommes à la croisée de ces activités, tout en étant tournés vers ce que nous, on appelle les industries techniques du cinéma et du son, et qui sont elles aussi, peut-être, à questionner en tant qu'industrie, puisque c'est le thème de notre colloque. Je regrette de ne pas pouvoir y être présente ces 3 jours, mais je reviendrai poser mon oreille d'ici mercredi. Et je vous souhaite à tous un très bon colloque, et j'espère que vous y serez bien, vous serez bien à l'école, et je vous remercie. Et encore une fois, c'est nous qui vous remercions, et nous sommes très attentifs, nous connaissons les activités de recherche de votre école, nous lisons les publications, les revues en particulier, donc nous sommes très contents d'être dans ce lieu fertile, qui est aussi celui de la Cité du cinéma. Et écoutez, je remercie encore une fois nos 3 personnalités. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rester. Je pense que nous allons passer maintenant à la communication scientifique. Non, le vif du sujet, on l'a commencé avec vous. Je l'ai vu d'ailleurs. Encore une fois, merci. Et pendant que Gaëtan Tremblay s'installe à la tribune, je voudrais juste vous signaler qu'il y a un petit changement par rapport à notre programme de ce matin. Ce sera Gaëtan qui prononcera la
conférence d'ouverture. Ensuite, Philippe Bouquillon enchaînera avec la communication qui était prévue au départ, mais qui prendra la suite de celle de Gaëtan. Puis nous ferons une pause, puis ensuite ce qui figure sur votre livret sera respecté. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Tremblay. Gaëtan Tremblay est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Avec Jean-Guy Lacroix, il a fondé il y a bien longtemps le GRICIS et Gaëtan publie très régulièrement sur ces questions d'industrie culturelle et plus récemment sur les questions des industries créatives. Il était très important pour nous d'avoir avec Gaëtan un écho de ce qui se fait de nouveau dans le secteur et en particulier de ce qui se fait de nouveau entre la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est de cela que Gaëtan va nous parler, si tu veux bien. Merci Pierre. Vous m'entendez bien? Non. Ça va venir, ça va venir. J'aime pas manger les montres. Merci aussi aux organisateurs de ce colloque. Je suis très heureux d'y participer. J'ai à plusieurs occasions au cours de l'opération ANR été impliqué. Et je suis très content de me retrouver ici pour la conclusion provisoire, j'imagine, de ces travaux, puisque le titre du colloque est avec un point d'interrogation, un grand tournant. Alors, avec un point d'interrogation, j'imagine que s'il y a un tournant, il y a quelque chose après le tournant. En édition, on choisit le titre de l'ouvrage à la fin du processus. Le titrage est l'une des dernières opérations qu'on fait avant la mise en circulation du produit. Dans l'organisation des colloques, c'est malheureusement un processus inverse. Je dis malheureusement parce qu'il faut bien faire un programme et on demande habituellement aux participants, conférenciers, de fournir un titre et un descriptif. Et on doit faire cette opération avant que le contenu précis de la communication elle-même ne soit fixé, déterminé. Alors forcément, il y a parfois un petit décalage ou un gros décalage, un problème d'ajustement entre le titre qui est fourni il y a plusieurs mois antérieurement et la communication elle-même. J'ai essayé de contourner un peu la difficulté en choisissant un titre assez évasif qui permettrait de m'ajuster. J'ai proposé de nouvelles avancées. J'ai pensé mettre un point d'interrogation, mais comme le titre du colloque en avait un aussi, je trouvais que ça ne faudrait pas trop charger, il ne faudrait pas trop en mettre. M. Grosset, qui s'attend à quelques réponses, avait été un peu inquiet de n'avoir que des questions. Et nous sommes habitués dans le colloque à soulever plus de questions, à fournir des réponses. C'est un petit peu de cette manière d'ailleurs qu'avance le discours scientifique. Alors, j'ai donc essayé de fonctionner avec ce titre dans le processus de construction de ma communication. Quelles avancées, je me suis interrogé, de quelles avancées j'allais parler. J'ai d'abord proposé ce titre en pensant surtout à l'état des lieux et au progrès des expériences, au développement de nouvelles expériences en matière d'industrie créative en Amérique du Nord, puisque les organisateurs s'attendaient à ce que je parle surtout de l'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis plus particulièrement. Alors j'ai un petit peu fait le tour des sites, des politiques, des expériences qui ont été développées au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire depuis le moment où j'avais fait ce tour d'horizon pour la dernière fois, à l'occasion de l'article que je préparais avec Pierre Legrain, donc il y a 5 ans. J'avais fait ce tour d'horizon et je me suis aperçu qu'il y avait des nouvelles choses, effectivement, que ça s'était développé un petit peu. Ça m'a amené donc à parler d'avancées. Je me suis aussi, j'ai été souhaité entre autres par Pierre, que je me suis aussi penché sur les avancées plus théoriques, plus analytiques, concernant les industries culturelles, les industries créatives. Je me suis rapidement, cependant, rendu compte que les avancées étaient réelles dans le domaine administratif, que j'ai qualifié politico-administratif,
beaucoup plus rares, en tout cas, dans le domaine de théorie. En tout cas, à partir de mon investigation, il y a peut-être des documents importants qui m'ont échappé, mais je sais plusieurs reprises, je me suis pris de plusieurs manières pour faire mes coups de sonde, mais il me semble qu'il n'y a pas eu vraiment de percée concernant les industries créatives, dont on parle, ça m'a permis de réaliser ça, depuis quand même presque 20 ans maintenant. J'avais l'impression que c'était un thème nouveau des industries créatives, mais on parle depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, des industries culturelles. La problématique des industries culturelles s'est développée depuis 5 décennies. Et on a commencé à évoquer le thème des industries créatives, d'abord dans un cercle très restreint, limité surtout au monde anglo-saxon, et puis de plus en plus élargi. On parle dans l'ensemble du monde, au moins depuis une dizaine d'années, d'industrie créative. Il est peut-être le temps, effectivement, de s'interroger pour savoir si on est à un grand tournant ou pas. Mais comme ces avancées ne nourrissaient pas suffisamment à mon goût le thème choisi, j'ai un petit peu réfléchi ma démarche pour la rendre plus personnelle. Et je me suis dit que je vous ferai part, je vous inviterai à partager l'état de mon questionnement sur les industries créatives. J'ai fait une certaine démarche concernant les industries créatives depuis une dizaine d'années. Je suis en cours de recherche concernant ces industries créatives. Alors j'ai opté pour faire le point, peut-être pas faire le bilan, mais faire le point de là où j'en suis dans mon questionnement par rapport aux industries créatives. En tout cas, partiellement, puisqu'on m'a dit que c'était 20 minutes de temps de communication, alors j'ai essayé de m'y terminer. Alors mon plan sera le suivant. Je vous rappellerai quelles sont, très rapidement, les avancées ou les non-avancées dans le domaine politico-administratif et théorico-analytique. Et ensuite, je me centrerai sur quelle a été ma démarche personnelle concernant les industries créatives. Je vous rappellerai la perspective générale de cette interrogation. Je comparerai ensuite, pour ancrer mon discours, ce qui me semble être la proposition principale de la problématique des industries créatives avec les propositions fondamentales des problématiques industrie culturelle. Pour proposer une sorte de typologie, parce qu'il faut bien s'y retrouver, des secteurs créatifs que nous proposent les nombreuses listes d'industries créatives que j'ai pu consulter, pour finalement aboutir à ce qui me semble être les distinctions fondamentales dans la distinction entre les divers secteurs. Et revenir à la question principale dont je vous prépare d'ici quelques minutes. Je terminerai par quelques considérations sur ce qui me semble être deux cas vraiment très particuliers, qui sont listés dans les industries créatives, mais qui demandent un traitement, il me semble, pas à part, mais spécifique. C'est celui de la publicité et de ce qu'on qualifie du numérique de manière générique. Bon, en ce qui concerne les avancées, les nouvelles expériences, les nouvelles politiques administratives, je vous renvoie, j'ai fait des liens, mais je pense qu'il n'y a pas de liaison Internet branchée sur l'ordinateur. De toute manière, on y perdrait du temps pour m'inspirer de précieuses minutes de mon exposé pour faire les liens. Ça ne va pas toujours très rapidement. Mais je vous invite, si la chose vous intéresse, à explorer avec un moteur de recherche le thème des industries créatives, le Creative Industries au Canada. Vous y verrez, comme moi, qu'il y a maintenant plus qu'il y a 5 ans, de sites, de provinces, de municipalités, surtout, qui font référence à des programmes pour développer, favoriser, stimuler, promouvoir les industries créatives. On trouve aussi des réseaux professionnels de créativité. J'en ai évoqué un en particulier, mais je vous invite à consulter parce que c'est une mine de renseignements vraiment intéressante, celle du réseau Créativité Québec. On y trouve toutes sortes de documents sur la créativité, et de renvoi des expériences, non seulement québécoises, mais un peu partout à travers le monde. J'ai trouvé l'information sur les expériences japonaises en particulier. Les provinces qui offrent des sites Internet concernant les industries créatives, vous pouvez consulter le site de l'Ontario, de la Saskatchewan. Je vous donne 30 secondes pour l'écrire correctement. La Colombie-Britannique. Les grandes villes canadiennes ont toutes aussi maintenant un programme, une politique. Les termes sont changeants, mais ont quelque chose à proposer au public
sur des sites web, les grandes villes canadiennes que sont Toronto, Calgary, Montréal, Québec. On semble noter, je dis bien on semble parce que c'est un vaste monde que celui des États-Unis, j'ai limité ma recherche à quelques coups de sonde. On semble noter la même tendance aux USA parce que j'ai trouvé encore là plus de références, plus de documents qu'il y a 5 ans. Par exemple, l'État du Massachusetts se fait le promoteur et favorise les industries créatives. D'autres États, d'autres villes semblent avoir emboîté le pas. Très rapidement, on peut qualifier ces avancées politico-administratives de la manière suivante. Dans une certaine mesure, les politiques publiques provinciales et municipales destinées à promouvoir la créativité sont une simple reformulation ou une remise à jour de ce qu'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps, des politiques de promotion des arts et de la culture. En particulier au Canada anglais, c'est nettement des programmes qui visent à donner un statut aux artistes, à développer des programmes d'aide. Il n'y a pas là quelque chose de très novateur en termes d'industrie créative. C'est une reprise de politique culturelle. Mais comme le terme créatif est à la mode, on réutilise ce terme-là. Par ailleurs, les initiatives privées, quant à elles, par exemple les réseaux que j'ai évoqués comme Créativité Québec, se présentent comme des stratégies de promotion de l'innovation. C'est l'innovation dans l'entreprise et offrent des formations qui sont dans cette direction-là. En ce qui concerne les avancées théorico-analytiques, je répète que, à ma connaissance, je peux avoir échappé quelque chose, mais il n'y a pas eu de, comme dans le temps de l'H&R et d'autres qui se sont fait les porteurs de ces problématiques des industries créatives, il n'y a pas eu vraiment d'avancée significative en matière théorique. En Europe, je pense que l'ouvrage qui a été publié sous la direction de Philippe Bouquillon offre un bon panorama. Je me suis payé la lecture des différents chapitres et un bon panorama de la problématique qui me semble la plus actuelle, fait le point sur la question des industries créatives. Bon, je vous ai dit que finalement j'avais obligé vers ma démarche plus proprement personnelle. À titre de rappel, je me suis intéressé d'abord aux industries créatives, en ce qu'elles interpellaient les chercheurs qui, comme Bernard Miège, comme Pierre Beuglin, comme Philippe Bouquillon, qui depuis plusieurs années travaillons dans le cadre d'une problématique industrie culturelle. Nous nous sommes sentis interpellés par un nouveau terme, une nouvelle appellation qui semblait intégrer notre problématique, qui semblait redéfinir notre objet comme une partie de l'ensemble du large. On s'est dit, oh, est-ce qu'on se sent bien là-dedans? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce que ça reprend les préoccupations qui sont les nôtres? Bon, on s'est d'abord attaché à essayer de voir est-ce qu'il fallait substituer la théorie des industries créatives à la théorie des industries culturelles. Ça a fait l'objet d'un article personnellement que j'ai publié dans le Global Communication Media, le Journal, qui est publié uniquement sur Internet dans son édition canadienne. Je me suis aussi intéressé à la valeur des données statistiques sur lesquelles reposent les industries créatives, entre autres celles qui sont fournies par la CNUSED, l'UNCTAD, qui a publié un rapport au cours des années 2000, 2008, 2008, avec des annexes statistiques comme ça que personne ne regarde. J'ai eu la curiosité d'aller fouiller dans ces documents très arides, très techniques, pour finalement faire de grandes découvertes sur la fragilité de ces statistiques-là, qui permettaient de conclure que la Chine est le pays le plus créateur et le plus novateur dans le monde, si on prend les statistiques. Comme un problème avec ça, parce que comme beaucoup de monde, je connais la délocalisation des entreprises et puis la reprise par les Chinois de brevets et d'innovations faites ailleurs. Et qui conclut aussi, les mêmes statistiques, que le Canada est le plus grand exportateur au monde de produits audiovisuels, devant les États-Unis, devant la France. Je
ça n'arrête pas. En décortiquant les statistiques, j'ai vu que c'est une question de comptabilité. Parce qu'on compte dans les statistiques les productions américaines faites au Canada, qui sortent dans les comptes nationaux, considérés comme des exportations. Tout ça était dans le moutarde dans le rapport et pas beaucoup discuté. Alors, ça m'a fait douter beaucoup de la solidité des assises dites scientifiques, entre guillemets, entre quantitatives, des politiques concernant les industries créatives. Je me suis aussi intéressé au rôle de la création de l'activité économique et au but des politiques publiques qui font la promotion de la créativité et des enjeux qui les sous-tendent, en particulier ceux du droit d'auteur et des propriétés intellectuelles, qui a conduit à un article, un chapitre de livre, publié dans l'ouvrage mentionné précédemment de Philippe Bouquillon, que j'ai fait avec Pierre Meuglin, qui nous a occupé pendant 2 ou 3 ans, pour réussir à trouver une mouture. Bon, j'en suis là dans mes interrogations sur les industries créatives. Actuellement, les thèmes qui me préoccupent et qui me font travailler les méninges un peu sont les suivants, je vous les liste, les particularités de chacun des secteurs identifiés comme industries créatives. On fait beaucoup de choses qu'on regroupe parce qu'elles ont une dimension créative, mais à l'intérieur de ce vaste conglomérat, comme à l'intérieur de celui des industries créatives et culturelles, nous avions fait et maintenu des distinctions importantes en disant que oui, ce sont toutes des industries culturelles, mais le monde du cinéma n'est pas celui de la télévision, ni celui des jeux vidéo, et qu'il y a lieu de maintenir entre les différentes filières des distinctions importantes. Il y en a encore plus, il me semble, à l'intérieur de ce plus vaste ensemble qui s'appelle l'industrie créative. Et qu'entre l'artisanat, qui fait partie parfois de ces listes-là, et le cinéma ou les jeux vidéo, il y a des distinctions à identifier et à explorer. Ma réflexion d'aujourd'hui, vous le verrez par la suite, est beaucoup centrée sur la théorie de la valeur. La production de la valeur et les distinctions entre valeur d'usage et valeur d'échange qui me semblent conduire à une analyse théorique intéressante pour y voir clair un petit peu dans ce vaste ensemble des industries créatives. Lesquelles considérations m'amènent aussi à des réflexions sur les rapports entre l'esthétique et l'utilité. Mon quatrième thème de réflexion concerne les plus juridiques, mais concerne l'importance des droits, en particulier des droits d'auteur, des copyrights, des droits de propriété intellectuelle, en lien avec le développement des industries créatives. Et finalement, le dernier thème qui guide mes recherches actuellement, c'est entre ces politiques des industries créatives et ce qu'on a appelé pendant très longtemps le service public en matière de communication, qui existe toujours et dont on parle beaucoup moins. Alors, je m'interroge sur le rapport entre le bien commun, les biens communs et les politiques de créativité. Tout cela dans une perspective qui est la suivante. D'un constat de départ, je reconnais avec beaucoup d'autres que la créativité est une activité, est un aspect fort important de toutes ces activités qu'on liste dans les industries créatives. C'est un point de départ. Bon, dans la mode, dans les jeux vidéo, les industries culturelles, la créativité est un des facteurs majeurs. Mon angle d'approche est le suivant, c'est plutôt que de me demander si les industries culturelles font partie d'un ensemble plus vaste, je me propose d'interroger les nouveaux secteurs dits créatifs en les soumettant à la lumière des propositions d'économie politique des industries culturelles, de les regarder sous la loupe de ce que nous avons élaboré au cours des 5 dernières décennies. Et ma question centrale pour aujourd'hui est la suivante. Faut-il maintenir une distinction, et sur quelle base, entre les industries culturelles et médiatiques d'une part et le secteur des autres activités créatives d'autre part? Bon, la proposition fondamentale des problématiques et industries culturelles, je vous le rappelle, parce qu'il y a dans la salle, je pense, la plupart des personnes qui ont participé en France au développement de ces problématiques-là, donc c'est à titre de rappel seulement. Dans nos sociétés contemporaines, une grande partie de la culture est produite industriellement et exploitée commercialement. Mais nous nous empressons d'ajouter que les industries culturelles se distinguent des autres secteurs économiques par leur dimension culturelle et politique. Et que ces industries culturelles présentent des spécificités qui sont purement économiques. J'en fais la liste, vous
reprises d'ouvrages de Bernard Miège, de Bustamante, de Romanzaio, de Giuseppe aussi, qui a participé à ces travaux. Alors, sans insister, mais j'y reviendrai quand même, entre autres, sur le caractère aléatoire de la demande, qui sont des particularités de ces secteurs qui nous font penser qu'il y a lieu d'élaborer des problématiques et des théories particulières pour tenir compte de ces spécificités. Les industries créatives. Bon, c'est une nébuleuse. Philippe, en introduction à l'ouvrage, fait vraiment un bon tour d'horizon de toutes les listes, de toutes les propositions qui ont été faites pour définir ce secteur des industries créatives, les discute, voit les avantages de tel regroupement, de tel autre, les questions que ça soulève, etc. Si on prend, entre autres, celle, parce que moi je ne referai pas ce travail qui était très bien fait par Philippe, vous lirez son chapitre, le premier chapitre du livre sur les notions traduites. Quand Creative Industry, c'est les notions traduites. Mais, pour mon propos, si on prend celle, par exemple, des mapping documents que vous avez, qui sont quand même l'une des premières propositions qui a servi de base au reste, l'UNESCO a rajouté, d'autres aussi. Bon. Mais on retrouve un peu partout ce que le mapping document avait identifié au départ. À mon avis, c'est la première proposition pour essayer d'y voir clair, de distinguer, de faire trois types. On y retrouve ce que nous, on considère comme des industries culturelles classiques. Cinéma, édition, télévision, etc. Plus, il me semble, une nouvelle proposition que je classerai dans les industries culturelles, même si elle est d'un nouveau type, c'est les jeux vidéo. Donc, les industries culturelles classiques plus les jeux vidéo. Ensuite, il y a une autre tentative, de tenir compte des transformations consécutives au déploiement de tous azimuts du numérique. Et donc d'y intégrer toutes sortes de choses qu'on appelle numériques. Le conseil en informatique, la production matérielle des appareils, tout le secteur dit informatique qui semble constituer une autre voie de la créativité. Et aussi, elle intègre ce que, il me semble, on appelle depuis très longtemps les arts appliqués. Les arts décoratifs, mais mieux les arts appliqués. L'architecture, la mode, le design sont, dans d'autres contextes, considérés comme des arts appliqués. On propose maintenant de les mettre dans les industries créatives. Et vous pouvez remarquer qu'on ne met pas on n'y met pas les arts visuels classiques comme la peinture, on n'y met pas la musique non plus, sauf si elle est enregistrée, mais on y met les arts appliqués. J'en tire la conclusion qu'il y a donc trois types de secteurs créatifs: les industries culturelles, le livre, la musique enregistrée, le cinéma, les jeux vidéo, les industries dites médiatiques, la presse écrite, la radio, la télévision, et j'ajouterais le web, à distinguer du numérique en général. On se demande depuis longtemps à savoir si le web, l'Internet est un média ou pas. Ma réponse est que oui, de plus en plus. Un média complexe n'est pas comme les autres, mais c'est un média, et c'est une industrie médiatique, ne serait-ce que parce qu'une bonne partie de son activité consiste à fournir de l'information. Il n'y a pas que ça sur le web, il n'y a pas que ça non plus à la télévision, il n'y a pas que ça dans le journal. Et ça me semble de plus en plus appartenir à cet univers-là. C'est un média. Je distinguerai des arts appliqués, l'architecture, la mode, le design, où on retrouve une très grande importance aussi de la création, mais qui sont aussi sur un autre pied, se situent à un autre niveau que les industries culturelles et les industries médiatiques. Et deux cas particuliers sur lesquels je conclurai, la publicité et le numérique. Il ne me semble pas ni les activités culturelles, ni les activités médiatiques comme les autres, mais qui sont embedded, comme dirait un de mes anciens étudiants, embedded en passant à l'armée et aux journalistes intégrés dans l'armée. Ils sont intimement associés à l'univers des industries qui nous préoccupent. Des distinctions fondamentales. Je reprends la définition il y en a beaucoup, hein, de définitions des industries culturelles, mais je reprends celle qui a maintenant une valeur officielle, celle de l'UNESCO, dans la Convention sur la diversité culturelle. Les problèmes des juristes ont été, parce que quand il faut élaborer des politiques internationales, il
il faut définir les termes de manière à ce qu'il y ait ce consensus et que ce soit applicable. Et bien sûr, les industries culturelles peuvent être plus larges que ça, que cette définition-là. On n'y retrouve qu'une partie de ce que nous mettons, nous, dans les industries culturelles, comme la culture est plus large aussi que ce que nous mettons dans les industries culturelles. Mais pour que ce soit opératoire, qu'une politique puisse s'appliquer, l'UNESCO a décidé de centrer, les avocats de l'UNESCO, les gens qui ont travaillé là-dessus, autour de la valeur expressive des activités culturelles. Bref, une activité culturelle, c'est une activité dont la fonction principale est d'exprimer quelque chose, des sentiments, des idées, au-delà de toute considération commerciale. Bien sûr, il peut y avoir une considération commerciale. La plupart du temps, d'ailleurs, ça passe par le marché, tout ça. Mais la fonction principale de ces activités-là n'a d'autre prétention qu'exprimer des choses. Tout, comme nous sommes les humains sont des bibites à sens, hein, c'est des bibites qui produisent toujours du sens. Et toutes nos activités prennent une signification quelconque. On achète une auto, c'est pas juste pour se déplacer. Il y a une valeur symbolique à l'auto. Mais la fonction principale d'une auto, c'est pas sa valeur symbolique, c'est pas de signifier ça. C'est quand même le transport. Dans le domaine de la culture, et c'est ce que circonscrit la définition de l'UNESCO, c'est l'expression qui est privilégiée. Les industries médiatiques, très rapidement, je rappelle des évidences, les industries médiatiques, elles, offrent une programmation qui vise tout à la fois l'information, le divertissement, et parfois aussi, mais de moins en moins, l'éducation, sauf certaines chaînes spécialisées. Il en résulte que, d'après moi, les industries culturelles et médiatiques jouent nécessairement un rôle culturel et politique. Nécessairement. Il y a toujours une dimension qui est reliée à l'identité, qui est reliée au rôle que tient l'information dans la vie démocratique. Et que la valeur d'usage de leur production est incertaine. Je souligne, la valeur d'usage est incertaine. Je viendrai par contraste avec d'autres activités dites créatives où la valeur d'usage est beaucoup plus précise. On ne sait pas à quoi ça sert vraiment la culture. Et un produit que quelqu'un achète, il ne sait pas à quoi ça va servir. Je vois Giuseppe froncer les sourcils, on ne sait pas à quoi ça sert la culture. Si on le sait, hein, on le sait collectivement. Et la valeur, sans jouer sur les mots, la valeur d'usage des produits culturels, c'est l'échange. Comme la valeur d'usage est incertaine, la valeur d'échange, y compris en termes économiques, prend la prépondérance en quelque sorte. Mais la valeur d'usage de la culture, c'est l'échange elle-même. Quand on parle d'expression, hein, quand on parle d'expressivité, on parle d'échange et du rôle de ces activités dans les échanges. Ça joue un rôle considérable, pas toujours mesurable, dont on saisit bien l'importance quand on reconnaît la valeur de certains grands poètes du passé, certains philosophes, etc. On ne peut pas mesurer ça, mais on sait quel rôle, quelle importance ça a dans la vie des sociétés. Les arts appliqués, par contraste, ne jouent pas habituellement de rôle politique et n'ont pas pour seul but l'expression culturelle. Ce n'est pas entièrement blanc ou noir. Un monument comme une bibliothèque nationale, c'est une œuvre architecturale, mais ça a aussi une valeur symbolique. Beau, ça veut dire quelque chose. L'architecture de la Tour Eiffel, d'autres, les monuments architecturaux prennent sens, comme je le dis, mais n'ont pas pour principal but l'expression culturelle. Leur production est une valeur d'usage reconnue. Et l'utilité de l'objet prime sur les considérations esthétiques. Par exemple, dans le design. Les objets bien designés sont jolis, sont beaux, sont peut-être faciles à utiliser, mais n'ont pas pour but premier de faire sens. Ils ont une fonction à remplir, une utilité. Donc, d'un côté, l'esthétique apparaît comme une valeur ajoutée. Donc, j'essaie de contraster, même si ce n'est pas tout blanc et tout noir, la prépondérance dans un cas des valeurs d'expressivité, et où domine l'esthétique, me semble être l'univers de la culture et des médias, et le domaine plus proprement utilitaire, même s'il y a une valeur ajoutée esthétique, que sont les autres activités dites créatives. Ce qui m'amène à un retour à ma question centrale, qui me permet de conclure à moi qu'il faut maintenir une distinction théorique entre les industries culturelles et médiatiques d'une part, et le secteur des autres activités créatives d'autre part.
Cette distinction se fonde sur la valeur d'usage, incertaine pour les premières et déterminée pour les secondes, ainsi que sur le rôle politico-social essentiel des premières, accidentel et marginal des secondes. Cette distinction fournit un cadre d'interprétation fort différent aux activités créatives des unes et des autres et aux questions corrélatives de propriété intellectuelle, droit d'auteur versus intellectual property right, et de leur rapport au bien commun, knowledge as a common good. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer, mais la distinction fondamentale va me servir surtout à faire cela, à poser ces questions qui apparaissent majeures en termes de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, et d'interpréter, en tenant compte de ces différences, les grands enjeux qui les concernent. Les cas particuliers de la publicité et du numérique, c'est pourquoi je les ai en quelque sorte abstraits, mis dans une case à part de mes réflexions sur les industries culturelles et créatives, c'est que la publicité a comme caractéristique majeure maintenant de tenir à une interdépendance fondamentale, au sens où il n'y a pratiquement plus de publicité sans médias. L'affiche existe toujours, et la circulaire aussi, mais qui représente dans les comptes, comme les statistiques, représente des marchés marginaux. La publicité se fait maintenant dans les médias, ce qui apparaît comme presque comme une interdépendance vitale, l'une vit de l'autre. Et la publicité est devenue indispensable à l'existence même des médias commerciaux. Les médias sans pub constituent des exceptions. Il y en a quelques-uns. Il y a certaines chaînes publiques, il y a quelques petits journaux spécifiques qui livrent très peu de la publicité, qui livrent surtout leur abonnement, mais c'est relativement marginal dans l'univers des grands médias contemporains. La publicité est devenue le véhicule, et même sur Internet. Internet se cherche maintenant une manière de rendre la publicité rentable, mais tout le monde compte sur la publicité sur Internet, tout le monde. Alors, il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons, il y a eBay, il y a d'autres manières d'aller chercher de la valorisation, mais la publicité est un incontournable. À mon avis, pas assez étudiée, je trouve, dans notre univers des sciences de la communication. On dirait qu'on a laissé la publicité aux gens d'affaires, à ceux qui travaillent dans des business schools. On ne s'intéresse pas à ça, la publicité, qui m'apparaît comme un incontournable de nos médias. De la même manière, le numérique qui apparaît dans les mapping documents, j'ai même vu à un moment donné qu'on proposait de remplacer la thématique des industries créatives par des industries du numérique. Ça me paraîtrait pas plus clair que les industries créatives. Parce que le numérique, là, les technologies numériques, on les retrouve maintenant partout. Pas juste dans la culture, dans toutes les industries, des autos jusqu'aux gadgets les plus élémentaires. Ça ne nous inquiéterait pas beaucoup de parler des industries du numérique. Mais, s'il est difficile de considérer le numérique comme un secteur spécifique, il faut évidemment tenir compte de ces transformations techniques qui sont à la base de beaucoup de transformations dans l'activité médias. Je ne sais pas s'il faudrait en faire quelque chose, on a toujours dit des industries culturelles, qu'elles étaient doublement articulées sur des industries des supports, des industries des contenus. Maintenant, s'il ne faudrait pas faire un troisième secteur, ou un troisième, pour parler des techniques, des techniques du numérique, mais qui sont, on est à la fois dans le contenu et dans le support, mais on n'est pas dans un secteur spécifique qui aurait son entité à soi, sauf si on parlait bien sûr des industries de fabrication des ordinateurs ou des industries de fabrication du logiciel. Et là, je pense qu'on sera à la périphérie de notre propre univers. Voilà, m'excuse si j'étais un petit peu plus long que les 20 minutes qui m'étaient accordées. Voilà des termes de réflexion, mon questionnement, sur lesquels j'espère avoir l'occasion de revenir avec vous au cours de ces 3 jours. Merci Gaëtan. Je pense que nous avons un peu le temps, une dizaine de minutes d'échange avec toi avant de donner la parole à Philippe Pouquillon, ce qui d'ailleurs n'empêchera pas qu'après l'intervention de Philippe Pouquillon, les questions qui te seront adressées pourront revenir sur le... Alors
Alors je vais me tourner vers vous pour savoir si vous avez des réactions. Mais avant, je voudrais te faire remarquer, Gaëtan, que tu apportes quelque chose d'important dans la contribution que tu viens de faire, mais probablement quelque chose qui sera discuté au cours de nos échanges et qui n'est sans doute pas partagé par chacun de ceux qui sont ici. Ce que tu nous apportes, c'est le principe d'une distinction essentielle, d'une distinction substantielle dans l'essence, entre deux types de biens, les biens, disons, culturels et les produits des industries créatives. Avec cette idée que, d'une certaine façon, ce sont les contenus de ces biens, et plus exactement les contenus tels que voulus par leurs concepteurs, qui marquent la différence. Alors, je pense qu'on pourra discuter ce point-là, y compris à partir des exemples que tu viens de donner. Tu as parlé tout à l'heure du Centre Pompidou et de la Bibliothèque nationale de France, qu'on appelle la Bibliothèque François Mitterrand. Ces deux structures que tu aurais tendance à mettre davantage du côté de leur utilité fonctionnelle et moins du côté de la valeur symbolique, ces deux structures portent les noms de deux présidents de la République qui ont cherché à faire, à travers ces gestes architecturaux, une manifestation de la manière dont ils concevaient la France, le rôle de la France, etc. Donc déjà, premier élément, on s'aperçoit que la distinction substantielle que tu proposes peut être battue en brèche. Alors, tu as bien dit en effet que c'est un problème de gradation plus qu'un problème binaire, de découpage binaire, mais la question c'est quand même que la gradation risque d'être un peu floue. Et puis deuxième élément, prenons l'architecture la plus utilitaire qui existe, l'architecture militaire, Vauban. Vauban n'a sans doute pas voulu les casernes et fortifications qu'il a disséminées dans toute la France, les a sans doute pas voulu comme des œuvres d'art au sens culturel du terme. N'empêche qu'aujourd'hui, la valeur fonctionnelle de Vauban, des citadelles de Vauban, elle s'est totalement perdue, alors qu'en revanche, tout un tourisme se développe à Lille, à Besançon et ailleurs, autour de Vauban. Autrement dit, est-ce que la question ne serait pas plutôt d'attribuer le critère, enfin de faire reposer le critère non pas sur l'intention du producteur, du concepteur, mais sur les usages qui en sont faits et qui varient historiquement selon les périodes et selon les civilisations. J'évoque des exemples probants, hein, ce qu'on regroupe habituellement, d'ailleurs, l'UNESCO regroupe ça, et d'autres aussi, sous le terme du patrimoine culturel. Et tu me permets de revenir aussi sur la valeur d'usage et la valeur d'échange. Que si on poussait la chose un peu loin, sans doute de manière exagérée, on pourrait dire que